Des coopérations épistémiques pour densifier la TACD, un essai exploratoire de Pense-Bête. En introduction, je pourrais dire qu'il s'agit de présenter une dizaine de thèmes et de concepts importants pour les sciences de la culture et de la didactique en général et pour la TACD en particulier. Comme ces thèmes sont généraux, il est crucial de penser le travail sur ces thèmes avec d'autres chercheurs issus de la didactique ou d'autres sciences de la culture ou des sciences de la nature. Premier point, la question épistémologique de la coopération. Des recherches de plus en plus nombreuses montrent que la coopération est un moteur fondamental pour l'évolution des êtres vivants, des êtres humains en particulier. Par exemple, il y a une collection d'articles dédiés à la coopération dans la revue Nature, nommée The Cooperative Human. Dans cette collection d'articles, on peut lire notamment Human beings are a social species that relies on cooperation. On peut lire aussi, dans des articles ou des citations de ces textes, Teaching is a cooperative behavior, et aussi Social learning and pedagogy would have been key factors in the evolution of hominin brains. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que les éditeurs de cette collection évoquent de très nombreuses sciences de la culture, mais pas la didactique. Donc, dans le programme de recherche de la TACD, l'idée serait d'intégrer la production de travaux qui tentent de s'insérer dans l'effort collectif mentionné ci-dessus. Un deuxième point est celui de la surgénéralisation, la dialectique connaissance-inconnaissance. La surgénéralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut surgénéraliser, par exemple, le concept d'évolution en le considérant comme une spécification d'un processus plus général qu'on va nommer la dialectique connaissance-inconnaissance. Dans un collectif, par exemple une communauté scientifique, une forme de position plus connaisseur, moins connaisseur peut fluctuer en fonction des objets dans l'enquête. Par exemple, un membre du collectif peut aider un autre membre du collectif à comprendre un certain objet à un temps particulier, mais ceci peut s'inverser un peu plus tard. Donc pour cela, la coopération pourrait s'établir avec des philosophes, des épistémologues, des sociologues des sciences, pour mieux comprendre comment ces positions variées et réciproques s'établissent dans une étude qui serait à la fois empirique et théorique. Un deuxième exemple de surgénéralisation, c'est la notion fondamentale de contrat-milieu. Le contrat, c'est ce qui, issu de l'action conjointe antérieure du professeur et des élèves, permet à l'élève d'interpréter les actions du professeur, et en particulier ses demandes. Ça, c'est la définition standard du contrat chez Rousseau, vue d'une certaine façon. Après surgénéralisation, le contrat devient alors, le contrat, c'est ce qui, issu de l'action antérieure à la situation de l'action antérieure à la situation présente, permet à l'individu d'interpréter un problème dans un milieu. On considère donc que Rousseau, en produisant la notion de contrat didactique, a spécifié au didactique, dit symétrique, la structure fondamentale de tout processus de construction de connaissances. Cette structure fondamentale renvoie d'ailleurs à une structure fondamentale assimilation-accommodation que Piaget nous a appris à reconnaître. Cette vision des choses est en profonde consonance avec des travaux de certains sociologues et psychologues, confère notamment Lahire, et Sander et Hofstadter. Un quatrième point réfère à la notion d'épistémologie pratique, une action secrète, une théorie de la connaissance spécifique à cette action. Étudier l'épistémologie pratique d'un individu, c'est donc étudier comment son activité pratique l'amène à intégrer peu à peu des manières d'agir qui sont autant de manières de penser. L'épistémologie pratique s'établit dans une culture, décrite en fait par des modèles de culture, selon l'expression de Bénédicte. Ces modèles de l'épistémologie pratique nous agissent, et en retour nous les spécifions. La didactique et la TACD devraient pouvoir bénéficier de coopération avec des anthropologues, des éthologues et des primatologues qui étudient d'une certaine manière comment la culture vient aux humains, pour développer une conception du savoir fondée sur une compréhension située dans et des transactions, et une hypothèse de l'intelligence comme culturelle, confère dans ce congrès la conférence d'Alain Mercier. Un autre point important nous semble être celui de l'ascension de l'abstrait au concret. Le travail scientifique consiste à abstraire, à produire des énoncés abstraits qui rendent raison du monde. Mais pour la TACD, cette vision des choses est juste, mais partielle. Elle doit être complétée par un mouvement au sein duquel les concepts plongés dans la réalité concrète sont travaillés
et altérer. C'est le mouvement d'institution, de travail et d'altération des concepts. Ce mouvement suppose l'ascension de l'abstrait au concret, au sens de Marx, et de certains de ses continuateurs. Selon nous, la TACD devrait avancer dans cette direction, sur un premier plan descriptif et générique, pourrait-on dire, en étudiant les comptes rendus de recherches accomplies en sciences de la nature et en sciences de la culture, pour montrer empiriquement comment cette ascension de l'abstrait au concret s'est produite. Sur un second plan, qu'on pourrait nommer ingénierique, on pourrait étudier la production d'ingénierie coopérative d'une part, et d'autre part des processus ingénieriques effectivement accomplis, en coopérant notamment avec des spécialistes des sciences de l'ingénieur. Le principe de l'ascension de l'abstrait au concret entraîne de nombreuses conséquences. Intéressons-nous à deux de ces conséquences. Conséquence 1, une manière de construire de l'ascension de l'abstrait au concret consiste à donner une part majeure aux exemples exemplaires, au sens de Thomas Kuhn. Il s'agit de coopérer avec des scientifiques et des philosophes des sciences sur la thématique, les exemples exemplaires comme instrument de l'ascension de l'abstrait au concret. Ce faisant, on se donnera les moyens de construire une épistémologie de l'analogie paradigmatique. Conséquence 2, il y a une nécessité première de documentation. Il s'établit en TACD une sorte de tournant représentationnel, qui suppose notamment l'élaboration de systèmes de représentation de la pratique, et notamment les systèmes hypermédiaires que sont les STI, les systèmes hybrides texte-image-son, en tant qu'instrument de recherche. Dans cette perspective, la coopération avec les spécialistes du document et de la documentation apparaît nécessaire. Un septième point est la question de la preuve. On peut penser cette question en considérant, au-delà des seules preuves statistiques, des preuves issues de la familiarité. Familiarité avec les structures de la vie commune ou avec les structures d'un art de faire. Nous avons appelé ce genre de preuve culturelle. Et à ce genre, nous avons attribué deux espèces qui sont incluses dans le genre. La première espèce est l'espèce des preuves communes, dont les proverbes, par exemple, peuvent donner une bonne idée. La deuxième espèce est l'espèce des preuves des connaisseurs pratiques, au moyen desquels ceux-ci garantissent leur action, au sein d'un art de faire, les métiers, les arts, l'enquête scientifique. Donc il s'agirait de favoriser la comparaison raisonnée des deux genres de preuves, d'une part, qu'elles soient culturelles ou statistiques, et puis la combinaison de ces deux genres de preuves. Combiner les preuves statistiques pour concevoir de nouvelles preuves culturelles d'efficacité de cette pratique, et des preuves culturelles pour élaborer de nouveaux tests d'efficacité des pratiques, et donc construire de nouvelles preuves statistiques. Il s'agit donc de coopérer d'une part avec des épistémologues de la preuve, des sciences de la nature et des sciences de la culture, d'autre part avec des connaisseurs pratiques, pour s'intéresser à la manière dont les pratiques sont garanties dans l'action. Un huitième point est l'idée de parenté épistémique entre les pratiques savantes et les pratiques didactiques, reposant sur la notion de connaisseur pratique. La TACD considère les ingénieries coopératives comme son instrument privilégié d'investigation scientifique. Et si c'est le cas, les questions et les problèmes changent. On recherche donc une parenté épistémique entre les pratiques savantes et les pratiques didactiques. Pour cela, on doit documenter et conceptualiser la pratique du connaisseur pratique. Une condition de la pertinence d'une pratique didactique devient est suffisamment pertinente une telle pratique si un connaisseur pratique y retrouve certains éléments essentiels de sa propre pratique. La coopération avec des connaisseurs pratiques qui organisent le questionnement de pratiques didactiques par ces connaisseurs pratiques avec l'idée générale suivante, ces pratiques didactiques que l'on vous donne à vous à comprendre, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? En quoi vous semble-t-elle proche ou éloignée de votre propre pratique? Cette coopération nous apparaît essentielle. L'idée de l'étude en coopération avec eux des pratiques des connaisseurs pratiques est que l'école fait entrer dans la culture. La culture, c'est ce que font les gens, les institutions du sens, les modèles de culture qui orientent l'action humaine et que les personnes reconfigurent, peu ou prou, dans leur idiosyncrasie. Il est donc nécessaire, pour dynamiser ce tournant culturel, d'organiser la coopération avec l'anthropologie culturelle, de construire avec les utilisateurs dans leur recherche une signification partagée et pragmatique du terme culture. Si la culture, c'est ce que les gens font, c'est aussi en particulier ce qu'ils disent sur ce qu'ils font. Ce que les personnes disent pour faire, à des pairs qui font avec eux, ou à des apprentis à qui il faut enseigner ce faire. Un jargon doit donc s'appréhender comme dialogique. Développer l'étude pratique en coopération avec celles et ceux qui les produisent
de jargon spécifique vers l'élaboration d'une théorie des jargons qui considère un jargon comme le modèle premier de toute langue nous apparaît ainsi essentiel. Enfin, dernier point, la question politique. La TACD est une théorie politique. Il est plus important de transformer le monde que de l'interpréter, ce qui n'empêche pas qu'il faille l'avoir compris pour le transformer, et que l'on le transforme aussi pour mieux le comprendre. Comme la TACD est une théorie politique didactique, elle donne un sens concret à la formule de Rancière, l'égalité des intelligences. Bourdieu posait une question essentielle à tout dispositif didactique. Qui pâtit, qui profite de ce dispositif? L'idée, c'est que c'est dans la concrétisation de l'égalité des intelligences que tout le monde profite d'un dispositif. Un dispositif se doit donc de construire dans la coopération de l'intelligence dense, nécessairement collective, fondée sur la concrétisation de l'égalité des intelligences, qui permet à chacun de profiter de ce dispositif et de profiter au dispositif. Il faut donc imaginer des recherches au sein desquelles on documente le plus précisément possible des dispositifs, pour les soumettre à des analyses conjointes de chercheurs de différents horizons. Ces analyses éclaireraient la densité de l'intelligence construite, la concrétisation de l'intelligence, de l'égalité des intelligences, et la manière dont est prévenu ce qui peut empêcher cette densité et cette égalité. Je vous remercie.